Bonjour, merci de suivre l'émission Point de vue. Ce dimanche 1er septembre, j'ai le plaisir de recevoir Dr Abdoulaye Baldé, président de l'Union centriste du Sénégal, ancien ministre d'État, ancien député, ancien maire de Ziguinchor et ancien directeur général de l'APIX. Bonjour docteur, bienvenue, merci. Merci beaucoup Omar, merci de l'invitation et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Bien. Alors, l'Assemblée nationale occupe le haut du pavé médiatique. Je dois d'ailleurs rappeler que vous étiez député de cette 14e législature. C'est après votre nomination comme directeur de l'APIX que vous avez quitté. L'actualité, c'est ce projet de loi portant dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Alors, en attendant la plénière de demain lundi, le texte a été rejeté en commission des lois par 16 députés de Benno Bokk Yakaar contre 14 de Yewwi Askan Wi et ses alliés. D'abord, votre position sur cette décision du président de la République de dissoudre ces institutions, c'est quoi exactement? Oui, je pense que ce n'est pas la première fois. D'abord, cette question pose un problème, le problème de la solidité et de la crédibilité de nos institutions. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y a alternance, ces deux institutions sont pratiquement remises en cause. Parce qu'avant, Abdou Diouf avait son conseil économique, social et environnemental, son conseil économique et social. Ouais. Après, Abdoulaye Wade est revenu avec son CRAES, conseil pour les affaires économiques et sociales, qui a été dirigé par Mbaye Diop. Et ensuite, dès son élection, Macky Sall aussi, le président Macky Sall, a décidé de dissoudre cette institution pour créer le Conseil économique, social et environnemental. Je pense que cela pose un peu le problème de la crédibilité et de la solidité de nos institutions. Et je pense qu'un débat doit s'insérer, un large débat, sur la pérennisation de nos institutions, sur leur solidification, mais surtout le fait que ces institutions ne doivent pas être l'objet de remise en cause chaque fois qu'il y a une alternance. Oui. Et c'est là le problème qui se pose à plusieurs niveaux. D'abord, l'utilité de ces institutions. C'est ça. Je pense qu'elles sont utiles parce qu'elles existent dans toutes les grandes démocraties du monde. Vous allez en France, vous avez le Conseil économique et social, le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, qui est en quelque sorte notre Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais le problème qui se pose, c'est que dans le mode de désignation des membres qui composent ces institutions, il y a souvent une dose qui est subjective, souvent politicienne. Parce que vous prenez le Conseil économique, social et environnemental, qui est normalement l'émanation de l'ensemble des organisations socio-professionnelles et des associations qui luttent contre pour la protection de la nature et des autres organisations qui tournent autour vraiment des questions socio-économiques de notre pays. Alors, le mode de désignation, d'après la loi organique qui régit le Conseil économique, social et environnemental, fait que 47 membres au Conseil sont élus par les associations et les organisations, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, et 33 sont désignés au titre de leur expertise en matière économique, sociale et environnementale. Et c'est ce qui fait que chaque fois que les nouvelles autorités sont élues, elles pensent que c'est un repère d'anciens politiciens. Cela, d'ailleurs, le débat a été posé en France et on a pu éliminer cette deuxième partie qui est nommée sur la base de leur expertise en matière sociale, économique et environnementale. Les 33 que le président de la République se réserve pour recaser souvent une clientèle politique. D'ailleurs, c'est le problème. Si la question de l'utilité se pose, c'est parce qu'on a l'impression que ce n'est pas totalement faux. Voilà, exactement. Une clientèle politique. Exact. Et ça se pose aussi pour le Haut Conseil des collectivités locales, qui à l'origine était le Sénat. Abdoulaye Wade avait son Sénat, mais aussi avec les mêmes tares. Oui. Parce que souvent, il y avait des sénateurs élus et des sénateurs désignés. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. En France, l'ensemble des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Et je pense que, parce que dans notre nouvelle, dans ce qui constitue le Haut Conseil des collectivités locales, 80 hauts conseillers sont élus, donc émanation des collectivités
territoriales. Oui. Et 70 sont nommés par le président de la République. C'est là où se pose le problème. Ça pose problème. Je pense qu'il faut une réflexion globale sur ces institutions et faire de telle sorte que ceux qui les incarnent soient les plus représentatifs possibles. Très bien. Qu'ils soient élus sur des critères clairs et définis et nets, et que pour que ces institutions puissent demeurer de façon pérenne et qu'elles ne soient pas balayées au gré de nouvelles autorités qui arrivent. Et parce que cela existe en France. Si vous regardez actuellement en France, depuis que Macron est élu, il cohabite avec un Sénat qui est contrôlé par la droite. Parce que les Sénats, c'est souvent l'émanation des territoires. Exact. Et je pense que ce sont des institutions qui sont utiles, mais malheureusement, dont le mode de désignation et de fonctionnement est souvent dévié. D'accord. L'angle d'analyse est important, mais il y a quand même une chose. C'était une promesse électorale que les nouvelles autorités entendent respecter. Pourquoi? Parce qu'ils jugent que, évidemment, ce sont des institutions budgétivores. D'ailleurs, en le démontrant, ils disent que c'est une économie pratiquement de 15 milliards par an. Oui, mais économie de 15 milliards, ça ne représente pas grand-chose pour une démocratie qui se veut une démocratie majeure. C'est dérisoire pour vous? Tout à fait, parce que si vous prenez un ministère, il crée n'importe quel ministère. Quand dans l'attelage gouvernemental, je pense qu'on est à 27 ministères. Si justement on ajoute un seul ministère, c'est 15 milliards. Oui. Donc je pense que la problématique essentielle qui se pose ici, c'est le problème de nomination et de fonctionnement de ces institutions. Et je pense qu'un débat, à la suite de cette dissolution, qui est inévitable, il faudra qu'un large débat soit mené autour de tous les acteurs politiques pour que vraiment que nous ayons une architecture institutionnelle pérenne, qu'on ait un président de la République, un Premier ministre, et au Conseil, soit un Sénat. Moi, je pense qu'il faut revenir à la formule du Sénat. Oui. Parce que le Sénat, c'est la représentation de l'ensemble des territoires. En tant que centristes, nous sommes pour le développement des territoires et nous pensons que le développement doit venir des territoires. Et puis ensuite, fixer un mode de désignation qui proviendrait du suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les sénateurs, qu'ils soient élus par les hauts conseillers, par les conseillers départementaux et les conseillers municipaux. Bon, et si on avait élargi aussi les députés étaient membres du corps électoral, de même que les hauts conseils des collectivités territoriales et les conseils économiques et sociaux. Donc, il faut qu'on ait un mode vraiment de désignation des représentants parce que le Sénat est important. Soit on a un Parlement bicaméral avec une Assemblée nationale avec un Sénat, ou alors on trouve une formule. Et le Conseil économique et social aussi, environnemental, je pense que c'est une institution utile qui existe dans toutes les démocraties majeures. Mais il faudra aussi, là aussi, revenir sur le mode de désignation, laisser les organisations professionnelles, socio-professionnelles du pays, les associations représentatives qui luttent pour la protection de la nature, figurer, désigner leurs représentants, de telle sorte qu'il n'y ait pas une politisation. Finalement, on va retenir quoi? Vous êtes contre cette dissolution? Non, je suis. De toute façon, la dissolution elle va intervenir. Et que ce soit pour ou contre, je pense que moi, ce qui m'importe de ce point de vue, c'est qu'il faut absolument revoir le mode de désignation. Pour pérenniser ces institutions. De pérenniser ces institutions qui sont utiles encore une fois et d'ouvrir un large débat parce que les gouvernants d'aujourd'hui seront les opposants de demain et les opposants d'aujourd'hui seront les gouvernants de demain. Donc, de ce point de vue, je pense au niveau des institutions, il faut qu'il y ait un consensus pour que nous puissions avoir des institutions solides 64 ans après nos indépendances. D'accord. Vous dites que ça va être fait, ces institutions vont être dissoutes. Pourtant, je le rappelais tout à l'heure, la commission des lois a rejeté. Ce ne sera pas évident pour la plénière, vous pensez? Oui, je pense que ça va être retardé. Non, juste la plénière, c'est sûr qu'elle va suivre. Parce qu'en fait, il s'agit d'une loi constitutionnelle. Pour la voter, il faut une majorité qualifiée. Donc, je ne suis pas sûr que la majorité 99 députés. Oui, que la majorité actuelle puisse l'avoir. Parce que vous savez que moi, j'étais membre de cette 14e législature. On était à 83-82. En comptant les non-inscrits, mais aussi ceux qui sont de la majorité actuelle. Je considère que cette loi va être rejetée, mais ce sera différé seulement la suppression de ces deux institutions, parce que tôt ou tard, quand il y aura des élections législatives, parce que l'Assemblée aussi, forcément, elle va être dissoute,
Je pense que quand il y aura de nouvelles élections législatives et que le pouvoir actuel aura sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il est évident que ces deux institutions vont être dissoutes. D'accord. Évidemment, c'est d'ailleurs ce qui est servi comme argument de plus. En cas de refus, naturellement, beaucoup voient là une porte ouverte pour le pouvoir dans cette perspective de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un argumentaire. Et là aussi, vous pensez dans la même logique que le pouvoir actuel, il lui faut une majorité confortable à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que tous les pouvoirs, je pense que le débat aussi se pose actuellement au niveau de la France, qui est notre pays d'inspiration juridique et institutionnelle. Le pouvoir en place a besoin d'une majorité confortable pour pouvoir gouverner de façon très confortable, pour me répéter. Et de ce point de vue, il est évident que cette assemblée, bon, d'ailleurs, tout le monde avait dit que c'était une assemblée. C'est un scénario qui était évoqué avant même ce projet de loi. Exactement, c'est une assemblée transitoire. Et donc, il fallait juste respecter le délai constitutionnel qui était fixé de 2 ans, donc qui expire le 12 décembre. Mais la problématique qui se pose, et surtout le délai, en fait, cette période qui est une période assez charnière, parce que c'est une période qui va coïncider avec le vote du budget. Ensuite, il y a une autre problématique qui se pose, c'est que le budget 2024 n'avait pas prévu l'organisation de ce scrutin. Donc, il faudra forcément passer par cette assemblée pour voter soit une loi de finances rectificative pour prévoir le montant nécessaire pour l'organisation de ces élections. Mais aussi, il y a le processus budgétaire qui arrive. Oui. Et c'est un processus assez long. D'abord, l'adoption du budget au niveau du Conseil des ministres, sa transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un délai qu'il faut respecter pour la lecture des députés. Et ensuite, il y a le marathon budgétaire qui démarre. Bon, c'est vrai qu'à partir de la 13e législature, on a plus ou moins contracté les délais. Oui. Parce qu'avant, il fallait passer en commission technique, ensuite passer en commission des finances avant d'aller en plénière. Et maintenant, il a été imaginé une sorte d'intercommission au niveau des commissions, intercommission technique plus la commission des finances, ce qui nous permettait de raccourcir les délais d'adoption en commission et ensuite passer au plénière, ce qui amène les débats jusqu'en décembre. C'est ça. Et donc, le fait de dissoudre l'Assemblée cette fois-ci, à partir du 12, je pense que ça va impacter sur le vote du budget. Et cela, je pense, mérite une réflexion. C'est vrai qu'il faut dissoudre, mais il faut choisir les délais, le moment indiqué. Je pense qu'il sera peut-être plus loisible de le dissoudre à partir de décembre, fin décembre, quand le budget sera voté, de manière à organiser des élections. En début 2025, par exemple. Oui, en début 2025. Mais le problème aussi que la Constitution, en fait, dit qu'en cas de dissolution, il faut encore 92 jours. Ouais. Pour pouvoir organiser de nouvelles élections avec notre système électoral qui est assez complexe avec les parrainages. Donc, c'est toute une problématique. Donc, finalement, cette dissolution de l'Assemblée aura des conséquences aussi bien sur l'exercice budgétaire que le calendrier électoral. Exactement. Donc, c'est pas facile, c'est assez complexe. C'est assez complexe, donc ça mérite vraiment une réflexion approfondie pour éviter l'ensemble des effets néfastes et collatéraux que cela pourrait produire. C'est une situation assez inédite. Pratiquement, c'est vrai que les alternances souvent créent ces genres de situations, mais il y a toujours des plages de discussion, des solutions. Pourquoi, à votre avis, cette fois, on a ce problème-là pour s'entendre? Oui, je pense que parce qu'on n'a pas amorcé un dialogue. Je pense qu'il faut que les nouvelles autorités puissent dialoguer avec ceux qui sont là. Ce n'est pas la première fois qu'on est parvenu à ce genre de situation. Le président Abdoulaye Wade, quand il a été élu, l'Assemblée était majoritairement En 2000, oui. Oui, socialiste. Et quand le président Macky Sall a été élu, l'Assemblée était majoritairement aussi pas de son camp. Et par conséquent, il fallait... je pense qu'il faut des discussions de manière à permettre une vie démocratique assez saine et souple, et ce qui permet parce que la démocratie, c'est toujours le consensus, le dialogue, c'est important dans une démocratie. Et j'invite les autorités actuelles d'abord à instaurer le dialogue. Je pense que c'est important.
l'initiative doit venir d'elles, ces nouvelles autorités? Oui, parce que c'est elles qui sont à la commande. Donc, par conséquent, il faut que ce soit sur le dialogue entre les différents tenants des institutions. Et cela, le fait que d'ailleurs que l'Assemblée soit tenue, bon, même si ce n'est pas son provisoire, parce que je donnais l'exemple tout à l'heure de la France ou des États-Unis, où souvent une des chambres est tenue forcément par l'opposition. Aux États-Unis, c'est soit le Sénat ou la Chambre des représentants qui est souvent tenue par l'opposition. En France, le Sénat actuel cohabite avec le président Macron depuis son élection, et c'est un Sénat de droite qui est majoritairement dominé par les Républicains. Et je pense que le dialogue doit pouvoir se situer, parce que cela participe de l'équilibre des pouvoirs. Mais quelle est la responsabilité de l'actuelle majorité à l'Assemblée nationale, la majorité Benno Bokk Yakaar? Parce que dans la démarche aussi bien les autorités ont cette responsabilité, mais autant, je pense, la majorité doit jouer son rôle. Oui, mais je pense que la majorité... On voit que pratiquement, le débat n'est pas facile entre les deux camps. Oui, je pense qu'il faut instaurer un peu une confiance entre les deux et puis essayer de dueler un peu les rapports. Je pense que d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on doit mettre de l'eau un peu dans son lait, de manière à permettre un dialogue entre les institutions, pour nous permettre vraiment de dépasser cette période qui est une période transitoire. Et qui est une période aussi cruciale de notre vie démocratique. Je pense que c'est important que ce dialogue soit instauré. D'accord. Pour nous permettre vraiment, d'ici décembre, de pouvoir voter une loi de finances ou de mener le processus pour le vote du budget. Oui. Parce qu'aussi, il y a les bailleurs de fonds qui sont à l'écoute. Il y a des délais, il y a des conditionnalités qu'il faut respecter. Et tout cela est à tenir en compte. Et je considère que aussi bien du côté de la majorité Benno Bokk Yakaar que des gouvernants, en fait de l'opposition Benno Bokk Yakaar et des gouvernants, il faudrait vraiment qu'on ait ce sens élevé des responsabilités. On a vu que dans cette séquence-là, ça aussi c'est important d'avoir votre avis là-dessus, il y a eu cette question de la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a pratiquement opposé les deux partis. La majorité voudrait la présence du Premier ministre à l'hémicycle pour décliner la vision du président de la République. Ça n'a pas eu lieu. Elle attend toujours, cette majorité. Comment voyez-vous cette position? Oui, moi je pense que le Premier ministre doit... Ça, c'est une disposition constitutionnelle qui l'est dit. Bon, maintenant, il avait évoqué l'argument qu'au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les dispositions qui étaient relatives au Premier ministre avaient disparu. Bon, ça a été restauré, ça a été corrigé. Je pense que pour vraiment apaiser la situation, le Premier ministre devrait aller faire sa déclaration de politique générale, comme l'ensemble de ses prédécesseurs l'ont fait. Je pense que ça ne sert à rien de créer un précédent et que cette Assemblée... De toute façon, ça durera un jour. Peut-être aimerait-il le faire devant une majorité acquise à sa cause, peut-être. Oui, mais je pense que l'Assemblée... Mais le fait qu'il le fasse aussi devant... Je pense que les députés qui composent actuellement l'Assemblée sont assez responsables. Et que ceux qui critiqueront... Il sera critiqué forcément, parce que même la nouvelle majorité, elle aura toujours... Si tant est que le pouvoir actuel va avoir une majorité, parce que ça aussi c'est notre point d'interrogation. Les élections législatives, personne ne sait comment elles vont se dérouler. Et donc, il ne faut pas faire de la météo politique. Je pense qu'il faut surtout agir quand il faut le faire, et que je considère que le Premier ministre doit aller faire sa déclaration, quelle que soit la composition de l'Assemblée actuelle. Le Premier ministre a été un bon parlementaire, il sait se défendre. Donc je pense qu'il est... En tout cas, moi je conseille d'aller vraiment devant l'Assemblée pour faire sa déclaration de politique générale. Très bien. Que cela va durer et je suis sûr qu'il pourra se défendre. Bon, ses anciens collègues. Ouais. Alors, on s'organise dans tous les cas en vue de ces élections législatives anticipées au niveau des états-majors politiques. J'ai vu que votre parti est signataire de ce bloc des libéraux et démocrates, Taku, je crois. Ça c'est quoi? Jusqu'à plus ample informé, vous êtes membre de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Oui, je pense que d'abord, bon, je reviendrai sur un peu Benno Bokk Yakaar, mais le bloc que nous avons créé, on l'a créé bien avant d'ailleurs l'élection présidentielle. Et c'était au lendemain de la désignation des différents candidats, on s'est dit qu'il était important déjà de faire de la prospective et de réfléchir pour l'après-élection. Et donc, il était donc quelques leaders, dont Fada, Modou Fada, moi-même, Omar Sarr, et puis on a pu aussi associer la paire. Le président Macky Sall avait avalisé cette initiative et avait envoyé Thérèse Diouffaye, qui l'avait représenté à la Réunion. Et aussi le président Idrissa Seck, Pape Diop. Tous ces leaders qui sont de l'obédience libérale et démocratique. Les démocratiques viennent de nous, les centristes, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont, c'est vrai, qui proviennent du PDS, mais qui sont d'obédience centriste, et que nous sommes donc réunis autour de cette coalition, de cette entité qui n'est pas encore une coalition électorale. D'accord. Et d'ailleurs, les socialistes sont aussi, et les gens de gauche ont créé le bloc de gauche. Et donc, ce sont toutes ces composantes qui fondent ce qu'on appelle le Benno Bokk Yakaar, dont nous, on n'a jamais été membre. Parce que Benno Bokk Yakaar, ce sont les membres originels qui ont accompagné le président Macky Sall. Après, nous, on est venus. Moi, je suis venu en 2009. Oui. Donc, en 2019, à la veille des élections présidentielles de 2019. Donc, je suis venu pour accompagner le président Macky Sall dans cette élection-là. Et donc, tous ceux qui sont venus, les FADA et tous les autres, etc., étaient dans ce qu'on appelle la majorité présidentielle élargie. C'est pour ça qu'on dit Benno Bokk Yakaar et majorité. Mais l'un dans l'autre, Benno Bokk Yakaar doit faire sa mue, et je suis sûr que c'est une structure aussi qui était bâtie autour d'un homme qui n'est plus là. Appelé à disparaître. Fatalement, que ça va disparaître. Et donc, il faut des remises en cause. D'abord, il y a beaucoup de partis qui sont en train d'éclater. Et donc, le parti au pouvoir en particulier, qui était au pouvoir, la paire. Oui. Donc, il y a déjà Amadou Ba qui va créer son parti. Donc, beaucoup des responsables de Benno Bokk. Et devant cette situation-là, vous restez ou vous partez? Moi, je jamais. De toute façon, le Benno Bokk Yakaar est appelé à disparaître. Ça, il faut réinventer. Vous n'êtes plus dans le schéma Benno Bokk Yakaar. Ah non, je pense qu'il faut réinventer une nouvelle entité électorale qui sera peut-être beaucoup plus restreinte, ou qui pourra aussi s'ouvrir à d'autres forces politiques. Et c'est une réflexion qui est menée, et je pense qu'il faut de l'ouverture. C'est vrai qu'il y a ce bloc qui est un bloc d'action et de réflexion politique, mais il faudra forcément aller vers discuter avec d'autres, pourquoi pas avec Amadou Ba, pourquoi pas avec le PDS, pourquoi pas avec les socialistes, et de manière à avoir une coalition électorale beaucoup plus large, à la manière de Yewwi, qui avait fait des combinaisons au niveau des départements, et des combinaisons au niveau de la liste nationale, pour nous permettre d'avoir une coalition électorale. Parce que le système électoral sénégalais est fait de telle sorte que tant que vous n'avez pas une entité forte, tant que vous allez diviser, cela favorise. Parce que celui qui gagne, même, il n'y a pas de taux. Donc celui qui gagne même à 25%, l'essentiel c'est d'être devant. Ouais. Et cela favorise généralement le parti au pouvoir. Mais vous, dans la perspective des législatives, vous y allez comment? Avec quel cadre? Pour l'instant, ce n'est vraiment pas défini. Donc nous allons poser le débat dans notre parti. Notre parti est un parti démocratique. Nous avons fait, c'est vrai, un congrès qui m'a donné les pouvoirs pour désigner les représentants, en fait, les différents responsables du parti au niveau national, ce que je n'ai pas encore fait et que je ferai dans les jours à venir. Et après, nous allons avoir une sorte de conclave pour réfléchir et voir dans quelle direction notre parti ira. Ouais. Votre blog, là, ça peut être une unité d'action? On peut l'envisager dans les prochaines législatives? Oui, je pense que c'est déjà un bon début, c'est déjà une bonne unité d'action. Mais tous les partis qui ne sont pas résolument engagés à aller ensemble aux élections, ou bien à aller seulement avec ce bloc, on pourra s'ouvrir, mais ça peut aussi éclater. Hein. Donc je pense que... Et puis surtout créer d'autres coalitions beaucoup plus fortes. Et il y a une controverse autour de la situation actuelle du pays.
les nouvelles autorités qui, parlant de l'état des finances publiques, de la situation de certaines structures publiques, évoquent une situation, si la répétition est permise, catastrophique. Ce que l'ancien régime récuse, vous avez vu récemment le livre bilan qui a été publié, un livre que vous acceptez, vous assumez, vous, le bilan? Oui, je pense que le livre bilan, c'est un livre qui retrace un peu l'ensemble des réalisations du président Macky Sall. Oui. Donc les réalisations, je pense qu'elles sont visibles. Et elles sont palpables, que ce soit sur le plan des infrastructures où il a poursuivi la politique qui a été déjà enclenchée par le président Abdoulaye Wade. Donc beaucoup d'infrastructures ont été construites, que ce soit des ponts, des routes, des autoroutes, et puis aussi beaucoup d'universités, des hôpitaux. Dans tous les domaines, je pense qu'il y a des réalisations. Ça, c'est visible et c'est palpable. Maintenant, un bilan ne s'arrête pas seulement aux réalisations. Il y a un ensemble de facteurs qui font que on dit qu'une économie elle est saine ou pas. Et à mon entendement, une économie, la santé d'une économie s'analyse à partir des agrégats macroéconomiques. Donc quand l'ancien gouvernement partait, moi je suis quand même au cœur du système économique, parce que j'étais directeur général de l'APIX. De l'APIX, oui. Et allié donc, politique du président Macky Sall. Voilà, les agrégats macroéconomiques qui font qu'on juge une économie qu'elle est saine ou pas, je pense qu'il y a des indicateurs qui étaient très positifs. D'abord, on était parmi les économies les plus florissantes en matière de croissance, et que d'ailleurs les prévisions nous classaient parmi les 10, parmi les top 10 des économies qui font un taux de croissance le plus élevé pour la prochaine décennie. Et donc ça c'était un facteur déjà important. Le deuxième facteur, c'est qu'en termes d'investissement direct étranger, c'est aussi un indicateur assez important. Nous nous sommes classés depuis 2012, depuis 2022, premier dans l'UEMOA et cinquième au niveau de l'Afrique. Donc en l'UEMOA, nous sommes passés devant la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était un indicateur. C'est-à-dire que les investisseurs, les secteurs privés national et international nous faisaient confiance. Avec des taux d'investissement de 2 milliards 600 millions de dollars en 2023. Je pense que c'est un indicateur assez important. Ouais. Et le troisième indicateur, c'est un peu ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation était quand même plus ou moins maîtrisée. C'est vrai qu'on est passé à des taux de 9,6%. Actuellement, on est à 4% d'inflation. Et ensuite, nous avons, c'est vrai, il y a des faiblesses quand même dans... une des faiblesses fondamentales, c'est le taux d'endettement. D'accord. Qui a été beaucoup critiqué, dénoncé. Qui aujourd'hui se situe autour de 80,3%, mais qui n'est pas forcément néfaste dans une économie. Parce qu'en économie, le plus on s'endette, si on investit de façon utile, l'utilisation est importante. Et donc, si vous prenez par exemple des économies comme l'économie de la France, le taux d'endettement de la France est à 110% du PIB. Donc, ce qui fait que nous, on n'est encore pas à ce niveau. Mais c'est vrai, comparé à la Côte d'Ivoire qui a 58 et quelques % de taux d'endettement, au niveau de l'UEMOA, on est quand même en train de grimper. Et aussi, il y a le problème de la dette intérieure. Et je pense que cela est important, parce que ça aussi asphyxie un peu les entreprises, les TPE, les toutes petites entreprises, les PME, mais aussi la plupart des grosses entreprises qui sont installées au Sénégal. Mais finalement donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais en revanche, il y a des faiblesses que vous évoquez qui pèsent aujourd'hui sur les autorités actuelles. Oui, je pense qu'on a vu trop gros, on a ouvert beaucoup de chantiers. C'est vrai qu'il y a eu des financements extérieurs, mais aussi il y avait une part toujours du budget de l'État. Donc, ce qui fait que ça crée beaucoup de difficultés dans le paiement de certaines entreprises. La part des bailleurs de fonds est souvent honorée, mais c'est la part qui revient à l'État du Sénégal avait des difficultés compte tenu des tensions de trésorerie.
Et j'entends aussi les gens dire que les caisses sont vides, mais les caisses de l'État ne sont jamais pleines. Oui. Parce que c'est l'activité quotidienne qui crée un peu, qui fait qu'un État a de l'argent ou pas. Il faut la fiscalité de porte, la fiscalité au niveau des douanes, mais aussi l'activité des services des impôts au niveau national. C'est pour ça qu'on a le budget, qui est un ensemble d'écritures, de prévisions de dépenses et de recettes. Mais aussi, au niveau du ministère des Finances, vous avez le tableau des opérations financières qui retrace un peu journalièrement ce que nous avons encaissé au niveau de la douane, au niveau des différents services financiers de l'État, et qui prévoit et qui dégage des paiements journaliers. Donc, je pense que c'est important. Il faut que l'activité économique soit pérennisée, qu'elle soit saine, qu'elle soit dynamique. C'est ça qui fait que l'État a de l'argent. C'est pour ça qu'au 31 décembre, l'État n'a plus d'argent dans ses caisses. L'État n'a pas vocation à faire des bénéfices. La vocation de l'État, c'est d'investir et d'investir pour le bien-être des populations. Donc, malgré ce qui a été fait comme réalisation, avec le coût que cela a nécessité, on voit, est-ce qu'on peut reprocher aux nouvelles autorités, par exemple, de dire que le bilan, finalement, en raison des faiblesses, des endettements, etc., est lourd pour elles, ces autorités? Oui, c'est toujours ça, c'est la continuité de l'État. C'est sûr, hein, c'est vrai que... À défaut d'être catastrophique, on peut dire que c'est un bilan qu'ils supportent et qui n'est pas en leur faveur. Oui, c'est la continuité de l'État. Donc je pense que c'est ça le fardeau d'être au pouvoir. C'est bien d'être dans l'opposition, mais une fois qu'on est dans le pouvoir, il y a le fait de la continuité de l'État. On hérite toujours du passif, mais aussi de l'actif de l'ancien gouvernement. Oui. Donc ça, c'est le passif qui est en termes de dette intérieure, en termes de remboursement des services de la dette, est assez lourd. Mais je pense qu'avec toutes les projections très positives, avec la production déjà du gaz, du pétrole et puis du gaz qui va intervenir rapidement. En tout cas, les projections en termes de croissance de notre pays sont très positives. Et je considère que les bases sont déjà là. Il faut juste consolider les bases et puis aller vers un lendemain meilleur. Oui. Alors, au-delà de ce bilan reluisant selon l'ancien régime, qu'est-ce qui a été fatal à ces élections-là? Pourquoi vous avez perdu finalement? Oui, d'abord, il y avait l'usure du pouvoir, et puis ensuite aussi, il faut dire qu'en termes de bonne gouvernance, aussi, il y a eu des choses à redire. Il y a eu des fautes, on a évoqué plusieurs scandales, donc ce fait que l'opposition d'alors a beaucoup surfé sur ces manquements qui sont peut-être pas certaines administrations, en fait, certaines entreprises publiques n'étaient pas peut-être gérées suivant les règles de l'art. On a peut-être créé des antécédents qui étaient plus ou moins pas du tout du goût de certaines opposants qui pensaient que il y a une gabegie ou qu'il y avait peut-être des détournements de deniers publics. Mais ça aussi, ça se verra que il y a des rapports des codes de contrôle et que cela soit avéré. Je pense que ce sont des suspicions et il est important que tout cela soit tiré au clair. Ce qu'on remarque, c'est une démarche de rationalisation. Tout à l'heure, on parlait de cette dissolution des institutions jugées budgétivores. D'ailleurs, la dernière mesure en date, ça concerne l'économie de l'énergie dans les administrations. Bon, on a parlé de cette rigueur aussi qui doit pousser les gens à payer des impôts. Vous voyez quoi dans cette démarche-là de recherche de ressources qui conforte pratiquement ce que disent les nouvelles autorités? Oui, moi je pense qu'il y a en fait des aspects positifs, mais aussi il y a des contre-coups possibles. Parce que c'est vrai, il faut de l'austérité dans l'administration, mais les administrations, elles ont besoin de moyens pour se déployer. Et ces administrations, leur fonctionnement est essentiel pour la vie de la nation et surtout pour la recherche de l'efficacité. Donc, si vous dépouillez les moyens de déploiement de l'administration, vous créez des antécédents et qui pourraient avoir des effets néfastes. L'autre
question qui concerne un peu l'impôt. Oui. C'est vrai que tout le monde doit payer l'impôt, ça c'est important, mais il ne faudra pas en faire une chanson. Il ne faudra pas en faire un slogan qui... Et j'ai constaté qu'aussi il y avait beaucoup de redressements fiscaux qui concernaient des entreprises multinationales, qui concernaient d'autres entreprises. Tout ça, ça fait des craintes. Et j'ai tantôt dit qu'il y avait... nous étions premiers en matière d'investissement direct étranger. Mais tout ça, ça fait des échos au niveau international. Au niveau du Sénégal, alors que nous sommes dans un environnement concurrentiel, est-ce que cela autorise quand même de légèreté dans la... Non, il ne faut pas faire de légèreté, mais il ne faut pas faire trop de chasse aux sorcières et ne pas trop aussi médiatiser cela. Parce que ces redressements fiscaux-là, ça procède peut-être des failles notées dans le temps. Oui. Beaucoup de multinationales ne payaient pas les impôts. Ça, ce n'est pas normal aussi. Non, je pense que tout le monde doit payer les impôts. Oui. Ça, c'est un fait. Mais il ne faut pas en faire un élément fondamental de sa politique. L'impôt, c'est nécessaire, c'est normal et c'est obligatoire. Mais le fait d'en faire un élément fondamental de sa politique et de redresser des entreprises qui étaient déjà là, et en faire un tintamarre au niveau de la presse, ça peut avoir des répercussions. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gain immédiat en recouvrant peut-être ce qui a été dû, mais beaucoup d'entreprises qui devaient venir ne viendraient pas. Parce qu'au Sénégal, les rigueurs, les autorités qui sont là demandent trop d'impôts, font des redressements qui sont d'abord souvent contestés par les entreprises. Moi, j'étais directeur général de l'APIX, c'est beaucoup d'entreprises. Les redressements fiscaux n'ont pas démarré aujourd'hui. On en faisait déjà. Et beaucoup d'entreprises sont venues. Et pourquoi ils contestent? Parce qu'ils pensent que souvent les critères qui sont d'évaluation ne sont pas objectifs et que peut-être il fallait favoriser souvent le dialogue et puis la conciliation au niveau de ces entreprises. Je pense que c'est important d'instaurer un dialogue avec le secteur privé national et international. D'ailleurs, c'était l'objet de ce qu'on appelait le Conseil présidentiel de l'investissement. Je pense que cet instrument est fondamental. Il faut que les nouvelles autorités saisissent cet instrument pour instaurer un dialogue avec le secteur privé national et international, de manière à arrêter des règles strictes que chacun qui vient s'installer ici puisse avoir. Parce qu'il y a aussi des mesures incitatives qui ne sont pas le fait du Sénégal seulement. Dans tous les pays, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il n'y a pas longtemps, j'étais allé assister à un forum économique en Guinée. Mais la Guinée est en train de vraiment... c'est dommage qu'ils ne sont pas membres de l'UEMOA, mais je suis sûr que sur les critères qui sont tantôt dégagés pour le Sénégal en disant que c'était le premier pays, en fait le deuxième pays après la Côte d'Ivoire, la Guinée, avec le projet train de décoller, quoi. Le projet Rio Tinto et beaucoup d'autres projets qui sont en train d'être investis. Je pense que la Guinée va bientôt, en tout cas, être à notre niveau. D'accord. Alors, et vous leur donnez quelle note finalement après 5 mois de gouvernance? C'est vrai que sur la base de ce qui est ce qui est projeté, il faut gérer les urgences, respecter les promesses en termes d'emploi, de création de richesses, etc. Qu'est-ce que vous leur donnez comme note finalement? Oui, je pense que c'est encore trop tôt de noter. Très sincèrement, moi-même, j'ai participé à plusieurs gouvernements. J'ai aussi assisté à des alternances. Et j'étais aussi élu local, maire. Oui. Je pense que l'exercice de 5 mois d'exercice sont vraiment très insuffisants pour juger de la qualité d'une gouvernance. Et qu'il faudrait peut-être attendre un peu. C'est vrai qu'il y a des scandales qui commencent déjà à éclater à l'ONAS, un peu partout ailleurs. Je pense, mais il est important de leur laisser le temps pendant 1 an. Même si les signaux qui sont émis, c'est vrai qu'il y a des signaux positifs, mais aussi il y a beaucoup d'attentes, de promesses qui ont été faites, des promesses électorales qui font aujourd'hui qu'il y a beaucoup de désespoir parmi surtout les jeunes, qui pensent que tout de suite après l'élection des nouvelles autorités, ils allaient trouver du travail, que le coût de la vie allait diminuer, que le sac de riz allait être vendu moins cher, le sucre et tout. Bon, c'est vrai qu'il y avait des mesures qui ont été prises. Des mesures qui ont été prises, mais est-ce que ces mesures sont réellement ressenties dans le panier de la ménagère? C'est tout ça, ce sont des questionnements qu'il faut se poser.
quelle est l'efficacité aujourd'hui de ces mesures qui ont été prises? C'est vrai qu'on a essayé, mais est-ce qu'on est vraiment parvenu? Parce que s'opposer, c'est une chose, mais l'exercice du pouvoir est une autre chose. Il y a beaucoup de critères qu'il faut respecter. Souvent aussi, on est dans un environnement global où nos États sont des économies faibles. Elles ne sont pas des États totalement indépendants. On ne peut pas être indépendant. On peut, en fait, on est déjà indépendant, mais on ne peut pas être non dépendant de l'environnement. Économiquement, oui. Économiquement, de l'environnement économique mondial, parce que nos économies sont mais les faibles. nouvelles autorités, c'est des souverainistes. Hein. Ils veulent véritablement que les choses changent à ce niveau-là. Ah, souverainisme, mais le Sénégal ne pourra jamais vivre en vase clos. Et puis, on est dans un environnement global mondial. D'ailleurs, la preuve, ils sont allés s'endetter. Oui. Ils ont, je pense, plus de 1150 milliards de dettes. Et ils vont aussi dans l'international. Le président est actuellement en Chine. Donc, c'est important d'avoir des relations de coopération avec d'autres pays. C'est vrai qu'on peut revendiquer son identité africaine, préserver nos ressources naturelles, c'est important. Mais on ne peut pas vivre en dehors de la communauté internationale, c'est impossible. Très bien. Tout à l'heure, vous évoquiez l'ONAS. Il y a beaucoup de bruit. Un député même a initié une enquête parlementaire sur ce dossier-là. Vous, votre conviction, c'est quoi dans ce dossier? Mais moi, je n'ai pas de conviction tranchée sur la question parce que c'est un dossier que j'ai entendu les bruits de la presse. D'ailleurs, je connais le ministre, je connais aussi le DG, le directeur général de l'ONAS, qui était un ancien du PDS, qui était nous. Et le ministre qui est de Ziguinchor aussi, Tidiane Dièye qui est de Ziguinchor, on partage le même quartier, le quartier SK. Je sais que c'est quelqu'un qui a quand même toujours prôné une intégrité. Maintenant, je pense que c'est important de clarifier tout ça autour d'une commission d'enquête ou autour de... Je pense que la justice doit se saisir du dossier. Thierno Alassane Sall, par exemple, a saisi le procureur. Je pense que c'est important. De clarifier. Pour que les uns et les autres puissent laver leur honneur. Je pense que c'est pour ça, c'est important d'éclaircir. Parce que sinon, c'est un bruit qui va toujours poursuivre les uns et les autres. La reddition des comptes, c'est une autre promesse des nouvelles autorités. Tout porte à croire d'ailleurs que la machine va être déclenchée dans les prochains mois ou prochaines semaines. On verra. Un ancien ministre a été même interdit de voyager récemment. Votre religion sur cet exercice-là, c'est quoi? Moi, je pense que c'est la reddition de comptes, personne n'est contre. D'abord, ça fait partie de la vie démocratique. Quand on est investi d'une mission et qu'à la fin de cette mission, il est important de pouvoir rendre compte, de voir comment les ressources publiques qui ont été mises à votre disposition, comment ces ressources ont été utilisées. Maintenant, ce que je condamne, c'est comme ce qui a été fait avec le président Macky Sall. C'était la justice des vainqueurs. Et je pense qu'il faut faire, il faut respecter les principes généraux du droit. Vous étiez d'ailleurs sur la liste. Absolument, j'étais sur la liste, j'étais interpellé, mais de façon très injuste, parce qu'avec une juridiction unique qui n'existait, la CREI qui avait renversé, en fait, qui était aux antipodes de tout ce qui devait être une juridiction normale. On voit le renversement de la charge de la preuve. Je pense qu'il faut respecter les principes généraux du droit, que ceux qui accusent apportent les preuves de leur accusation et ceux qui doivent se défendre de façon tout à fait en respectant les droits de la défense. Si ce principe-là est respecté, je pense que c'est tout à fait normal que tous ceux qui sont épinglés ou cités par des audits qui sont dûment exercés par les cours de contrôle puissent répondre de la gestion. Et tout à l'heure, vous disiez que ça va rien donner. C'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure. Quoi ça? Que ça ne va rien donner, les audits? Ah non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Je dis que les audits, je pense que c'est important de mener des audits. Des audits ont déjà été menés depuis l'ancien régime. Il y a aussi des audits qui sont en cours. Ce que je récuse, c'est qu'on puisse arrêter les choses en disant qu'on fait des audits. D'accord. Donc il faut peut-être laisser les travaux se poursuivre et puis faire les audits derrière. Parce que sinon, vous arrêtez un processus qui est déjà enclenché. De toute façon, la remise en cause des contrats, ça prend toujours du temps et ça pourrait aussi plomber certaines initiatives et certaines actions. Mais il est important toujours, quand on est en gouvernement, un régime nouveau vient, de faire l'état des lieux et de savoir sur quelle base ils partiront pour
poursuivre leur mission. Vous avez passé 18 mois à l'APIX, ce n'est pas rien, hein? Conscience tranquille ça... Ah oui, moi d'abord, quand je suis venu, bon, c'est vrai qu'il y avait le TER, mais la première phase était déjà terminée. J'ai mené la deuxième phase, DER qui avait déjà été démarré et certains contrats ont été signés. J'ai mené des négociations pour le financement du marché M2, qu'on appelle marché M2, c'est le marché sur les systèmes, sur la sécurité, et sur l'information du TER. Et aussi, nous avons inauguré la gare AIBD du TER. Très bien. Je pense que ça, de ce point de vue, j'ai la conscience tranquille. Pas de souci à se faire, quoi. Oui, ensuite, j'ai... Oui. J'allais vous demander d'ailleurs, sous Wade, on a connu Aminata Niane avec les grands travaux, l'autoroute, etc. Muntagassi, avec le président Macky Sall, il a réalisé le TER. J'allais vous demander, vous, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Alors, moi, j'ai réalisé la deuxième phase du TER, qui va être normalement inaugurée d'ici le mois de décembre. C'était le délai. Mais ensuite, j'ai ouvert un autre chantier qui concernait les zones économiques spéciales. Parce que je considère qu'il faut une transformation structurelle de notre économie. Et les zones économiques spéciales, aussi bien que les agropoles, ce sont des instruments qui doivent être valorisés. Et donc, j'ai lancé un programme de construction et de revalorisation de ce qu'on appelle les zones économiques spéciales qui existent depuis 2007 et qui n'ont jamais connu vraiment un début d'exécution. Donc, j'ai imaginé un mode de financement qui était innovant, en créant des sociétés de projets, en faisant appel au secteur privé national, mais aussi aux investisseurs. Et ce qui fait que d'ailleurs, si vous allez à Dias, les travaux ont commencé sur 100 hectares et cela, et je pense, c'est à admettre à mon actif. Mais aussi sur le plan, parce que l'Afrique, c'est 3 mamelles. J'ai créé le Forum international Invest in Sénégal. Ça aussi, je pense, c'est à mon actif. Et aussi, nous avons mené beaucoup de réformes dans l'environnement des affaires. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investissements directs étrangers. Pour 2023, nous sommes premiers dans l'environnement. Donc, c'est les fruits un peu du forum que nous avons organisé. Mais aussi, nous avons mené des réformes. Nous sommes en train de mener la réforme du Code des investissements, le Code du travail. La justice commerciale est déjà fonctionnelle et je pense qu'il y a beaucoup de chantiers que vous avez lancé, quoi. Je vais revenir sur Ziguinchor pour en terminer. Mais je voudrais vous interpeller sur une actualité. Parce que je dois dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, que vous êtes commissaire de police. D'ailleurs, en service au début des années 90 à la DIC, la division des investigations criminelles. Comment expliquez-vous l'insécurité galopante aujourd'hui dans notre pays? C'est vrai, je suis commissaire de police et j'étais aussi... On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, je suis, pour l'anecdote, je fais partie des plus gradés de la police actuellement, la police nationale, si j'y étais. Parce que bon, je suis maintenant inspecteur général d'État. Mais les autorités policières actuelles, ce sont mes jeunes, donc je suis beaucoup plus ancien qu'eux. Je dis ça chaque fois que l'occasion se présente. C'est vrai, j'étais aussi ministre de la Défense, donc cette problématique de la criminalité, c'est vrai, ça a pris des dimensions extrêmement graves ces derniers temps. Mais cela, c'est le plus d'échec de beaucoup de politiques, mais aussi de notre système peut-être social et l'érosion de nos valeurs sociales. Parce que c'est vrai que les jeunes sont aujourd'hui la plupart dans le chômage. Ils ont cru souvent à des promesses de politiciens qui n'ont pas été malheureusement réalisées. Et donc, le désespoir est en train de gagner beaucoup de jeunes. Ils ont un sentiment d'abandon, d'injustice. Mais cela est le fruit de l'ensemble des errements des politiques qui ont été menées aussi bien... Les régimes qui se sont succédés. Les régimes qui se sont succédés. Maintenant, il faudra peut-être faire le bilan de tout ça. Et puis... apporter des solutions. Apporter des solutions. Et ce n'est pas la répression. Ce n'est pas la répression. C'est vrai qu'il faut doter la police, mais on ne pourra pas mettre un policier partout. Et cette criminalité, si on ne saisit pas la racine et puis essayer à partir de la famille, à partir de l'école... L'éducation, quoi. L'éducation, mais aussi mettre en place des programmes qui puissent permettre aux jeunes de trouver de l'emploi. Je parle tantôt parler des zones économiques spéciales, des agropoles. Il faut industrialiser notre pays. On est encore à l'ère... Et puis, il faut former les jeunes aussi. Il faut les former, il faut des centres de formation, il faut mettre les gens dans l'apprentissage. L'artisanat est un des principaux pourvoyeurs d'emploi. En France, c'est le premier employeur. Mais en dehors de l'emploi,
qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour, enfin, du côté des autorités qui ont en charge cette sécurité, je veux dire, commissaire de police, qu'est-ce qu'il faut faire, ou ministre de l'Intérieur pour Oui, régler je le pense problème? qu'il faut d'abord que la police soit visible, mais est-ce que cela suffira? Oui. Et la police, il faut qu'elle soit dotée de moyens. Et puis peut-être qu'elle change un peu son mode opératoire. Est-ce qu'on a assez d'effectifs, par exemple? C'est ça le problème. Parce que la police avait moins d'effectifs que la gendarmerie. Et donc, de par un peu la division du travail, c'est vrai, la police a les zones urbaines, la gendarmerie a les zones rurales. Mais la criminalité se développe de plus en plus dans les zones urbaines, où aussi il y a une politique de la ville qui n'a pas été des meilleures depuis l'indépendance. Donc il faudrait peut-être repenser tout ça, la bidonvillisation, l'exode rural, toutes ces questions qui sont des questions essentielles et il faudra y trouver des solutions. Autant on a fait les assises de la justice, moi je pense qu'il faudra faire les assises vraiment autour de ces questions sécuritaires pour trouver des solutions. Parce que ce n'est pas seulement la répression qui résoudra le problème, mais il faut partir de la famille, de l'école, mais aussi avoir des politiques à dire en matière d'emploi des jeunes. Merci beaucoup. Alors, un mot sur Ziguinchor. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de parler des raisons de votre défaite. Après 13 ans à la mairie, défait, je le rappelle, par Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre. Mais qu'est-ce que vous avez compris avec le temps, 2 ans après? Oui, ce que j'ai compris, c'est que le bilan seulement ne permet pas à quelqu'un qui exerce le pouvoir d'être élu. Parce que j'avais quand même un bilan reluisant. Tout ce qui est à Ziguinchor actuellement, c'est le fait de mon bilan. Ah oui? Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui a été créé. Et je pense, peut-être que j'étais aussi victime d'une dynamique. Et pour dire vrai aussi, la plupart de ceux qui étaient mes électeurs, c'est eux qui sont allés voter pour Ousmane Sonko. Oui. Certains m'ont reproché d'avoir accompagné Macky Sall parce qu'ils pensaient que je devais poursuivre mon combat politique. Mais vous y êtes allé sous votre propre bannière. Vous attendiez certainement... Il y avait aussi cette... Enfin, vous n'étiez pas clair dans votre position à l'époque. Ah si, j'étais très clair. Moi, vous attendiez peut-être non, parce qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar... Une investiture de Benno? Au niveau de Benno Bokk Yakaar, ce qui a été créé, ce qui a été décidé au niveau de la conférence des leaders, c'est que tous les maires en exercice devaient être reconduits. On l'a fait dans certains lieux, on ne l'a pas fait à Ziguinchor. Finalement, c'est donc j'ai pris mes responsabilités et je suis sorti de Benno Bokk Yakaar. J'ai créé une coalition qui a gagné beaucoup de mairies. Oui. J'ai perdu, c'est vrai, la mairie de Ziguinchor, mais nous avons gagné la mairie de Boutoupakouma, celle de Niassia. Nous avons gagné à Oussouye sur notre bannière. Nous avons gagné la commune de Diembéring sur notre bannière, mais aussi des communes au niveau de Sédhiou et au niveau de Kolda. Donc, c'est ce qui fait que, alors que cette coalition, je l'ai créée à l'espace d'une semaine. Donc, ce qui fait que si on était sorti bien avant, je pense qu'on aurait pu, en tout cas, gagner. Oui, mais est-ce qu'avec Ousmane Sonko, à l'époque, c'était pas évident. Je veux dire, même sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, vous alliez perdre cette élection-là. C'était pas sûr. Ah oui? Je pense que sur le plan... Il était fort, hein, à l'époque, à Ziguinchor. Il était fort, mais le fait que... En fait, ce qui m'a plombé, c'est parce que j'étais dans Benno Bokk Yakaar. Si je n'étais pas dans Benno Bokk Yakaar, je suis sûr... Parce qu'après, les gens m'ont dépeint comme étant le candidat caché de Macky Sall. Ce qui fait que... Et avec lui? Il y avait une dynamique assez positive jusqu'au vendredi, c'est-à-dire à 2 jours des élections. Si vous faisiez les sondages, on était au coude à coude avec Ousmane Sonko. Et après, il y a eu des déclarations de Doudouka qui appelaient à voter pour moi. Et donc, on susurrait même... les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils ont imaginé que j'étais le candidat finalement caché de Macky Sall et du pouvoir. Et donc, ils nous ont sanctionnés. Oui. On parlait même de discussion avec Ousmane Sonko, c'est vrai? Vous aviez... Oui, on est dans parce que lui aussi, il s'est décidé un peu tard. Hein. On est dans une même ville. Bien entendu, il y a des canaux de communication. On a plus ou moins à discuter. Mais les tenants du pouvoir, à l'époque, ne voulaient pas du tout de ce scénario-là. De ce scénario entre moi et Ousmane Sonko. Et aussi, les choses s'étant déroulées assez tardivement, donc on n'a pas pu vraiment harmoniser. Lui aussi s'était déjà engagé, il avait promis des postes à des gens. Donc je pense qu'on ne pouvait pas, de ce point de vue, aller ensemble. On peut envisager une collaboration avec lui?
les nouvelles autorités de façon Vous savez, générale? moi, je pense que une nouvelle, parce que bon, on m'a considéré comme un transhumant, même si moi, je ne me considère pas comme un transhumant. Parce que quand je suis venu soutenir Macky, son mandat était terminé. Personne ne pouvait savoir s'il allait En remplir. 2019, oui. En 2019. Ouais. Donc, je suis venu sans rien demander. Et parce qu'en fait, sur la base d'analyse et sur la base d'éléments qui m'ont été fournis, parce que je suis membre de l'International démocrate centriste, qui m'ont été fournis par l'extérieur, il était clair que Macky Sall allait gagner. Donc je me suis dit, allez, pour perdre, c'était peut-être pas nécessaire. Et donc le fait d'y aller, ça m'a causé un lourd préjudice. Maintenant, moi, je me suis lancé dans une carrière tout à fait privée. Donc je travaille aussi bien au niveau national qu'international. Mais toujours, bien entendu, en tant que fonctionnaire, je suis à la disposition de mon pays. Mais pas en tant qu'allié politique. Je pense que cela, c'est terminé. Ce sont je ne veux plus être traîné dans la bourre en disant que tel est transhumant ou tel a fait ceci ou cela. Je pense que ce n'est plus... À l'ordre du jour. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais je peux toujours donner des conseils, je peux toujours, bien entendu, être utile à mon pays. Merci beaucoup. Merci. Docteur Abdoulaye Baldé, président de l'Union centriste du Sénégal, ancien ministre d'État, ancien député, ancien maire de Ziguinchor et ancien directeur général de l'APIX. Merci d'être venu à cette émission. Merci Omar, merci. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Koom-koom ñu ngi leen di nuyu dellu si waat ak yéen ak seen émission tey jii nag lii day garabu papaye la fan la garab gi nekk ca Ngaye Mékhé lan moo ko waral nag ndax ñi ngeen xam ne ñoo dëkkee Ngaye dañu ne kat garab xam nañ ne moo yorum réew